Vous roulez en moto ou en scooter? Depuis 1997, DocBiker prend soin de vos deux roues thermiques et électriques dans 26 centres en France. Tous nos forfaits entretien incluent 69 points de contrôle. C'est dire si on vous aime. DocBiker. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Power Sport News numéro 3, l'émission mensuelle consacrée à la compétition moto sous toutes ses formes. Qui dit compétition dit tour de chauffe et qui dit émission dit sommaire. Pour cette troisième émission, on quitte le bitume pour parler dans un premier temps de sidecar cross, discipline hyper sportive avec les frères Prunier qui sont de véritables stars dans ce domaine. Bertrand Sanlaville, rédacteur en chef de Moto Verte, nous dresse un état des lieux de l'enduro et du cross en France, tandis que notre envoyé spécial Blandine Capelier nous fait découvrir ce mois-ci les coulisses d'une compétition d'exception, le trèfle lozérien AMV. On revient tout de même sur la route avec le rallye routier et le président de la commission à la FFM, Gilles Planchon-Tourly, et dans la séquence portrait, Shipra Songprasit de chez Motul nous explique la différence entre un lubrifiant 2 temps et 4 temps et entre un frein classique et carbone. C'est passionnant. Avec moi sur ce plateau des éditions La Rivière, Power Sport News, Pascal Tomec de Motul. Bonjour à tous. Bonjour Pascal, tu es avec nous dans chaque émission. Et avec nous, pour cette émission numéro 3, Bertrand Sanlaville, rédacteur en chef de Moto Verte. Bonjour David. Bonjour Bertrand. Alors Moto Verte fête cette année ses 50 ans. En effet, c'est ce qui se dit, oui, tout à fait. Oui. 1974, date du premier numéro de Moto Verte, qui a libéré un peu la moto, qui a ouvert la moto. La moto s'est dirigée dans les chemins à cette époque-là. Sous la plume de Gilles Mallet. Ouais. Elle y est toujours dans les chemins, la moto, on va en parler. On a un très très beau sidecar cross ici, des frères Prunier. Pascal, on est allé à leur rencontre. Exceptionnel. Et avec nous, comme dans chaque émission, Blandine, qui cette fois, Pascal, s'est dirigée du côté du trèfle lozérien AMV pour aller interviewer tout un tas de pilotes et d'organisateurs de cette épreuve. Bonjour à tous, alors cette fois-ci, regardez où je suis, Mende, en Lozère, pour une compétition un peu particulière, mais je vous le garantis, mondialement connue, le trèfle lozérien AMV. On va aller en savoir un peu plus sur cette course par quelques portraits que je vais aller vous dénicher. C'est parti, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Blandine. Et puis Bertrand, le trèfle lozérien, pour un magazine spécialisé dans le tout-terrain, évidemment, c'est important. Oui, c'est très très important. C'est une classique, c'était la première classique, née en 1986, à une époque où la discipline enduro sous cette forme-là n'existait pas. L'enduro était une discipline très compétition. Et puis là, c'est ouvert une espèce de balade chronométrée pendant 3 jours. Gros succès. 150 pilotes à l'époque, 700 aujourd'hui. Mais oui, une balade comme on n'en avait jamais vu. L'enduro le plus facile, le plus sympa, le plus convivial. Bref, un truc aujourd'hui qui marque. Avec devant ce qui se fait de mieux. Et puis derrière, tous ces pilotes qui viennent participer à la fête, qui viennent mettre un petit peu de piment à cet enduro familial. Alors on parlait de compétition, Pascal, il y en a une qui te concerne de compétition, c'est celle du kilométrage. Parce que figure-toi que tu peux trembler, il y a un concurrent sérieux pour ton record de kilométrage. On a Jérôme, un commercial dans le bâtiment de Rodez qui en est à 28 000 km en 4 mois. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit, on va vérifier bien sûr. Et c'est avec une Africa Twin, donc fais le calcul, tes 65 000 km vont tomber. On verra à la fin de l'année. On verra à la fin de l'année. On vérifiera. On épluchera les notes de frais. Ouais. Hein, ça marche. Qui prépare ses notes d'essence. Hein. Ouais. T'inquiète, on va faire le comparatif. Bertrand, le trèfle lozérien, c'est du tout-terrain. Le tout-terrain réunit le plus grand nombre de licenciés. C'est méconnu aussi, en tout cas de notre réalisateur. Mais le tout-terrain est la discipline numéro 1 des licenciés en France. Oui, moi on va dire que je ne suis pas très bien placé pour en parler, tu es rédacteur en chef de Moto Verte, mais je défends avec vigueur la moto tout-terrain, parce que la moto tout-terrain, c'est la base de la moto, d'une manière générale. On commence tous par là. Quand on est gamin, on n'a pas le choix, on commence par une moto avec des tétines dessus, pour aller rouler, pour aller apprendre un petit peu l'équilibre, pour aller apprendre les bases du pilotage. Donc c'est vraiment pour moi l'essence de la moto. C'est pourquoi aujourd'hui il y a tant de licenciés, parce que qu'on fasse du motocross, de l'enduro, donc avec des petites motos, des petites cylindrées, eh ben on va démarrer par le tout-terrain. Donc on est obligé de prendre une licence pour faire des petites compétitions, pour aller s'exercer, pour aller investir des terrains de motocross, pour faire tout ça.
Les licenciés en France sont au-dessus de la barre des 100 000, Pascal, 105 000. Et sur ces 105 000, combien de licenciés tout-terrain? Plus de 70 000 qui font du off-road. Ouais, donc c'est beaucoup. Trial, cross, enduro, toutes les disciplines qui touchent à la partie tout-terrain. Mais le tout-terrain, Moto Verte, depuis 50 ans, prône et met en avant la liberté. La liberté de voyager. On a tous le droit de voyager en Lozère. On a tous le droit de voyager dans des régions de France. On ne peut pas forcément rester insensible à ces quartiers. Et puis, une classique, c'est 500 pilotes. Il y en a 4 des classiques en France. Donc, vous avez tous ces gens qui ne font pas forcément de la compétition au plus haut niveau. Mais ceux qui en font au plus haut niveau veulent épingler le trèfle lozérien. Parmi les grandes épreuves aussi, alors c'est du tout-terrain aussi, le Touquet bien sûr, qui réunit plus d'1,5 million de personnes sur les plages du Touquet, de l'Enduropal. Donc des disciplines éminemment populaires, Bertrand. Oui, c'est ça, c'est ce qu'a voulu créer. Enfin, je crois qu'il y a un personnage clé dans tout ça, c'est Thierry Sabine. Oui. À la base, c'est lui qui a créé l'enduro du Touquet. C'est lui qui a créé après le Dakar, qui succédait à l'Abidjan-Nice. Donc, que des épreuves qui peuvent réunir à la fois des top pilotes et puis des pilotes amateurs. Donc, voir ce mélange, ce savant mélange de passionnés. C'était faire rêver les gens qui ne roulent pas et puis donner l'accès à tous les gens qui roulent pour se mélanger et pour participer à des épreuves très très populaires comme ça. Ouais. Tout ça, Bertrand, c'est les années 70. On parle de l'Abidjan-Nice, on parle du Touquet, du Dakar, de Moto Verte. Tout à fait. Tout est né dans les années 70. Après, il y a eu l'engouement dans les années 80. Aujourd'hui, le tout-terrain avec les contraintes, les restrictions, c'est malmené, mais la fédération vous aide. Comment ça se passe? Alors, c'est malmené depuis 1974. Parce que dès le premier numéro de Moto Verte, il y avait quand même un dossier qui expliquait la problématique qu'il pouvait y avoir avec l'environnement et les précautions qu'il fallait prendre. Enfin, toutes ces choses-là, c'est vraiment des dossiers qui ont ponctué la vie de Moto Verte depuis 1974. Donc on a appris à vivre avec, on a appris à faire avec les différentes contraintes que les différents ministres, plus ou moins bien intentionnés, ont fait poser sur la moto tout-terrain. On pense à la loi Lalonde, on pense à la circulaire Olin ensuite. Voilà, avec des volontés de restreindre un petit peu notre liberté de circuler. Le bruit, la pollution. Le bruit, la pollution, mais à chaque fois où les petites espèces qu'on ne connaît pas, qu'on ne verra peut-être jamais, mais qui existent et qu'il faut défendre. Donc voilà, on a composé avec tout ça. Le motard, l'amateur de tout-terrain est écologiste en premier. Donc c'est quelqu'un qui aime la nature, qui vit avec la nature en communion. Par contre, c'est évidemment compliqué, parce qu'une moto, ça fait du bruit. C'est évidemment compliqué de le faire partager au plus grand public. Bertrand, le palmarès l'année dernière, il est pas mal quand même. Bien sûr, bien sûr. On a des Français qui brillent toujours au plus haut niveau. On a gagné le Motocross des Nations, qui est la Coupe du Monde du motocross. Avec un public dingue. À Ernée, pour ce qui est la plus grande épreuve qu'on a jamais vue dans le monde de motocross, avec 35 000, 40 000 spectateurs, une espèce de folie ambiante pendant 3 jours, donc c'était formidable. On a un Français qui est champion des États-Unis de Supercross cette année, Tom Vial, donc qui prend un peu la relève de JMB, de Musquin, de Pourcel, de plein de pilotes qui sont partis aux États-Unis. Donc on a ça. Les Français jouent devant aussi en mondial aujourd'hui en motocross. On a vraiment une continuité qui est en place. Ouais. Ben merci Pascal, merci Bertrand. On te retrouve tout à l'heure. On reparle de tout-terrain, on reparle de Moto Verte. Et nous, on retourne au trèfle lozérien AMV avec Blandine. J'ai la chance incroyable pour commencer d'être avec le président du motoclub lozérien, Philippe Boulet. Le motoclub lozérien, c'est l'organisateur du trèfle lozérien AMV. Philippe, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, la question, qu'est-ce que le trèfle lozérien AMV ? Alors, le trèfle lozérien AMV, c'est une course d'enduro qui se déroule sur 3 jours, d'où le nom de trèfle, où il y a 600 participants. C'est une jauge qu'on se met à 600 participants pour des raisons de sécurité environnementale. Sinon, on a plus de 2000 demandes chaque année. Et elle se déroule fin mai, début juin. D'accord. Et pour organiser cette épreuve qui se déroule donc sur 3 jours, combien de personnes à peu près ? On est environ 400 bénévoles. Donc l'organisation générale, on commence à partir du mois de septembre pour trouver des circuits, des spéciales chronométrées. Et après, arrivé le mois de mai, on piquette, on banderole les spéciales. Et sur les sites, pendant les 3 jours, on est à peu près 400 bénévoles. Je me retrouve au contrôle administratif avec Vanessa. Vanessa, bonjour et merci. Bonjour. Alors Vanessa, on t'embête 5 minutes parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de monde et tu as l'air fortement occupée.
est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le contrôle administratif? Alors le contrôle administratif, on vérifie la validité de tous les documents officiels, donc notamment assurance, licence, carte grise et permis de conduire. Sur une course d'enduro, du coup, ils sont obligés d'avoir une moto homologuée et un permis de conduire, c'est ça? Le permis de conduire avec l'assurance, la licence, leur assurance et que la carte grise corresponde bien. Voilà. On était au contrôle administratif, maintenant nous sommes au contrôle technique avec Guy. Guy, peux-tu nous expliquer ce que tu fais ici, s'il te plaît? Alors là, on contrôle les machines, ça s'appelle le contrôle technique. La première chose qu'on contrôle, c'est la carte grise par rapport au numéro de châssis de la moto. On contrôle l'éclairage, le coupe-circuit, qui est une protection sortie du pignon de sortie de boîte à vitesse. On contrôle que les embouts des poignées soient bien fermés pour éviter tout risque d'accident. Et on contrôle surtout, au jour d'aujourd'hui, c'est le sonomètre, parce que c'est ce qui semble gêner le plus la population, c'est nos détracteurs, c'est le sonomètre, c'est le bruit. C'est quoi la limite au sonomètre? La limite, c'est 111. C'est 109 plus 2 de marge, c'est-à-dire 111 décibels. C'est les normes pour rouler en enduro, avec des motos d'enduro, donc dans les chemins et en ville. On a des dérogations pour la dimension de la plaque, des dérogations pour la non-présence de rétroviseur et de clignotants. Mais c'est les seules dérogations qu'il y a, autrement elles doivent correspondre au schéma pour rouler sur la route normale. D'accord, bon bah merci Guy, on va te laisser parce que tu as l'air occupé, il y a du monde. Et puis nous, on se retrouve plus tard. Merci Blandine, vous avez remarqué cet engin, ce sidecar cross, et nous accueillons sur le plateau de Power Sport News les pilotes de ce magnifique sidecar cross, Pascal, et c'est Kylian et Evan Prunier. Salut les gars. Enchanté, merci de nous accueillir. Ah bah c'est vous, merci d'avoir amené votre machine de course, et puis merci d'être venu. Alors on vous accueille. La condition, c'était que vous gagniez une manche de championnat du monde. C'est fait maintenant. Le timing est parfait là. Le timing est bon. C'est la première fois que vous gagnez en mondial. C'est ça, c'est la première fois qu'on gagne en mondial et qui plus est en France, devant notre public. C'était où? À Plomion. En plus, c'est un circuit réputé pour ça. C'est dans la filière motocross, c'est à l'occasion des courses de motocross ou c'est un championnat du monde spécifique sidecar cross? Ouais, c'est un championnat du monde spécifique sidecar cross. On a donc un promoteur depuis quelques années maintenant. Et donc voilà. Alors après, dans le week-end se déroule en parallèle des courses de motocross. Donc là, ce week-end, il y avait une course nationale et le championnat de France de quad. Mais vraiment, le week-end est centré autour du championnat du monde de sidecar cross. Là. Lequel est Kylian? C'est toi, t'es l'aîné. Ouais, c'est ça. 24 ans. Exactement. Et 22 ans pour toi, Evan? C'est ça. Ou cette année, ou déjà 22 dans l'année. 22 dans l'année. Et alors, vous êtes frères, vous êtes copilote et frère. Est-ce que ça facilite les choses d'être frère? Je te pose la question à toi, Evan. Bah, c'est sûr, on se comprend mieux. Ça fait maintenant 10 ans qu'on roule ensemble. On commence à se connaître parfaitement. On sait quand il y a un problème, on sait se parler. On se connaît très bien sur le sidecar. Donc ça facilite les choses, c'est sûr. Après, évidemment, quand on est à la maison, on ne s'entend pas souvent l'un à l'autre. Donc, sur la machine, il n'y a jamais de problème. Mais à la maison… c'est vrai, c'est comme ça. C'est plus ça que l'inverse. Oui, exactement. De manière, sur la machine, il y a aussi le côté danger qui rentre en compte. On sait l'un comme l'autre qu'il faut qu'on fasse notre travail, que s'il y a le moindre souci, il faut qu'on en parle. Parce que le risque danger, il est omniprésent et que la moindre chute peut arriver à n'importe quel moment. D'accord. Et toi, Pascal, le fait que les coéquipiers roulent en même temps… On connaît bien l'endurance, Motul sponsorise des équipes d'endurance. C'est des coéquipiers, mais c'est des coéquipiers qui alternent, c'est du séquentiel. Là, c'est du simultané. C'est sûr que déjà ils sont tout menus. Quand on voit la machine, on se demande comment, il y en a un qui la conduit, et on se demande même comment le deuxième peut rester dessus. Donc ça, c'est des questions. Vous avez fait du motocross avant ou vous êtes venu au sidecar directement? Ouais, moi à la base je suis pilote de motocross. D'accord. J'ai suivi un peu tout le chemin qu'un jeune Français peut faire, championnat de ligue, championnat de mini-vert, cadet. Et par contre, je me suis beaucoup blessé dans cette période-là de moto.
Et comme la passion en fait à la base vient de notre père qui en a fait pendant 20 ans, moi ça m'était toujours resté un petit peu en tête. Et à voir que je ne pouvais plus progresser, plus atteindre surtout le haut niveau en motocross, je me suis décidé de me lancer en side. Et j'ai convaincu mon frère qui à ce moment-là, lui, il faisait du foot. Ah ouais. Un jour, On fait tous des erreurs. Et t'as basculé, tu t'es dit tiens, je vais faire de la moto finalement. Ouais, c'est ça, on a décidé d'essayer. Et depuis, on est toujours dessus. Ça fait combien d'années, Evan? Ça fait 10 ans. 10 Ça va ans. faire 10 ans. Vous êtes pilote de la Fédé, vous êtes pilote de l'équipe de France? Ouais, depuis 2022. On a fait rejoint partie. le collectif, la filière équipe de France, ce qui nous permet d'avoir un suivi avec des entraîneurs, des stages de perfectionnement pour atteindre le Il y a meilleur également niveau. tout un staff autour de la prépa physique, mentale, si on a besoin de conseils, de contacts. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une catégorie de jeunes sidecaristes de cross? Ou est-ce qu'on a encore un certain nombre d'anciens qui mènent la danse? Ou est-ce que vous êtes la nouvelle génération? Et le week-end dernier, vous avez prouvé en gagnant le Grand Prix de France que vous étiez cette nouvelle génération. Est-ce qu'il y en a d'autres derrière vous? Alors il y a encore un petit peu cette génération d'anciens qui sont là, surtout en championnat du monde, on les voit, hein, qui sont encore également en tête du championnat. Mais je trouve que quand même depuis cette année, on sent vraiment que nous, de jeunes générations, pardon, ainsi qu'il y a un équipage de frères jumeaux laitons aussi, de très jeunes aussi. On sent que ça y est, on est rendu au même niveau qu'eux. On se bat avec eux en fait. On est tout le top 5 à se tenir, à se bagarrer à toutes les compétitions. Des Belges, des C'est ça, Lettons, des Belges, Hollandais. Lettons, Hollandais. Et on se bat ensemble, on arrive au même niveau et eux aussi l'ont compris maintenant. On est là aussi pour les embêter et ils nous prennent vraiment beaucoup plus au sérieux maintenant. D'accord. Alors, cette machine, tu nous en parles, c'est un 2 temps. Ouais. Elle est violente à piloter, c'est toi le pilote. Ouais. Et alors, elle se comporte comment? C'est un monstre. Ah ouais, c'est un monstre. Un gros mono de temps comme ça. Et déjà, rien qu'en le démarrant, on comprend tout de suite. La cylindrée 730 cm3. Avec une gamelle comme ça dedans. Donc non, rien que quand on met le premier coup de kick, on comprend que c'est quand même sérieux. Ouais, donc voilà, c'est sérieux, ouais. Puis c'est surtout que c'est un 2 temps, quoi. Donc ça suit bien sa réputation. C'est violent. Par contre, il y a de la puissance, il y a des chevaux, mais voilà. Par contre, c'est plus violent qu'un 4 temps. Et ça saute. Ah oui. Vous sautez tous les On deux. saute On maintenant. voit les images. Hein, voilà, quand on voit sur les images, il n'y a presque plus de différence avec les motos, quoi, maintenant. Evan, être passager d'un sidecar comme ça, c'est effrayant. On est d'accord. Ouais, T'as confiance en ton frère? J'ai une pleine confiance, c'est sûr. C'est vrai que je suis pas attaché sur la machine à part avec mes mains, donc j'ai un boulot incroyable à faire, à me tenir. Montre tes mains. Elles sont... ouais. Tu mets de la résine? Ouais. Même pas. Gants normal, des gants normaux, puis après le métier, c'est le métier qui rentre, quoi. Voilà. C'est quoi ta profession? C'est quoi? Alors, je suis ouvrier en usinage et rectification. D'accord. Et donc, après le boulot, c'est le sport pour la moto. Il y a des accidents, ça heurte un peu? Ça arrive. Une roue avant dans le dos, me faire éjecter, Ouais, ça arrive. Tu te fais éjecter de temps en temps? Ça peut arriver. C'est pas le but, mais... Non. Sur une herse, en principe, on met 40 pilotes. Ouais. En sidecar, c'est 15 maximum par ligne. D'accord. Et donc 2 lignes maximum, parce qu'on a autorisé qu'à rouler en compétition à 30. À 30. Ouais. Il y a 2 ans, on était passé chez vous pour un reportage et on avait découvert un peu l'ambiance familiale, sportive bien sûr, mais familiale aussi. On regarde tout de suite un extrait de notre reportage. C'est parti. Kaline, 22 ans. Très gentille. Oh, mais il y a du monde là. Je vous présente Zoé en passant. C'est la mascotte? Ah. Aux couleurs du team. Ah, c'est la mascotte. Oui, tout à fait. La petite Furette. Ah, c'est moins encombrant comme mascotte déjà. Tout à fait. Ça prend moins de place. Déjà, ça commence par monsieur qui a fait du sidecar. Moi, je l'ai rencontré sur un terrain en 98. Et moi, j'ai découvert le sidecar comme ça. Et puis, ça s'est enchaîné. On s'est fréquenté. Et depuis, voilà, on est dans le milieu du motocross et du sidecar. Après, il a arrêté. Moi, j'ai dit, bon, on s'arrête, c'est pas grave, il arrête. Et puis finalement, c'est Kylian qui a repris à l'époque en solo. Mais du coup, t'avais quel âge? Je devais avoir 14-15 ans. Ouais. Donc Evan, ouais, devait avoir 12-13 ans.
Ah oui, quand même. Et on n'est pas chez les amateurs là. Bah là, ici, donc c'est tout le championnat 2017 du Trophée Grand Ouest qu'on a fait. Donc ouais, la plus grosse ici, c'est la coupe qu'on a eue à la fin de l'année, la grosse remise des prix pour justement le titre de champion de Trophée Grand Ouest. D'accord. Voilà, il y a une année là. Voilà, ça c'est une année, ouais. Et du coup, je crois qu'il y en a d'autres. Ouais, par la suite, là, on a la saison 2019 là-bas, où on a fait, pour notre première saison complète en championnat de France, on a fini 3e. Vous êtes peut-être champion en sidecar, mais Johan et moi, on est champion en baby. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Allez là. Laisse. Oh non, comment je laisse passer ça? Pâté maison de sanglier, qui en général accompagne tous les terrains de cross quand on part en course pour nourrir tout le monde. Attends, le sanglier accompagne tout le monde et vous en avez fait du pâté, c'est ça? Ouais, voilà. Non, on fait en général de la nourriture. Alors tu verras, vous allez manger comme on mange sur un terrain de cross quand les amis sont là. Voilà, ça la bonne franquette et bon appétit. Ah oui, c'est pas du tout ce à quoi on peut s'attendre. Hein. C'est quand même... C'est impressionnant. On est très très loin des vieilles machines. Alors les gars, vous êtes jeunes, mais ça a évolué quand ça? Je dirais que ça a évolué. Il y a eu un gros bond en avant quand Daniel Wilhelmsen, je pense, a commencé à créer justement ces châssis. Daniel Wilhelmsen, 10 fois champion du monde. C'est un châssis acier, c'est un seul bloc. Donc le panier n'est pas du tout dissocié. Tout voilà, est d'un bloc. Ouais. Donc c'est entièrement sur mesure. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est marrant, on a l'impression de voir un wishbone comme sur les planches à voile de l'époque. Ouais, je parle un peu comme les anciens. Et ça sert à quoi en fait? C'est tout simplement une barre pour le renfort, pour que... Je vais venir m'appuyer contre pour éviter de vraiment être tube contre moi. Ça va vraiment m'amortir quand je... Ouais, parce que là ça chauffe, j'imagine. Ah oui. Les bottes fondent un peu. Et donc même en évitant les clichés, j'aimerais savoir quel est ton rôle en tant que maman et puis en tant que membre du team. Moi je vais pas noter pendant les courses, les manches, je vais leur inscrire leur temps, le temps qu'il leur reste, les distances qu'il y a entre celui qui est devant ou derrière, pour que Kylian puisse gérer au mieux sa course et aussi leur repos, leur temps de récupération. Parce que moi des fois je me dis il me faudrait un défibrillateur sur la piste avec moi. Les jours des départs, à chaque départ, je suis pas bien. Tu as toujours peur de la chute, de l'accident. Kylian, là en sidecar, il a perdu un petit bout de doigt sur un accident. T'es pas à l'abri. Le risque, il est là. Voilà, donc est-ce que l'ambiance est toujours aussi bonne qu'il y a 2 ans? Ouais, je pense même encore. Avec une victoire même. Bien sûr, donc je pense encore meilleur. Même les résultats viennent au fur et à mesure, on évolue. Donc l'ambiance, je dirais qu'elle est même encore meilleure. Vous travaillez à côté, j'imagine? Ouais. Alors moi, je travaille chez un partenaire qui est aussi un ami de longue date. Donc ça me permet d'avoir un peu les jours que j'ai besoin pour aller sur les grands prix. Il est compréhensif. Voilà, et c'est un ancien cycliste aussi. Ah oui, d'accord, donc c'est la filière. C'est notre deuxième préparateur, l'un des préparateurs moteurs. Il s'occupe de nous, même techniquement sur la moto, il est toujours là pour donner un coup de main, il nous suit depuis le début. Donc, mais c'est aussi que toi, tu es à fond aussi. Bien sûr. Voilà. Et toi? Et alors moi, je travaille dans une société où travaille mon oncle et qui sont également partenaires, donc SNM. Ah ouais, c'est ce qui facilite aussi les choses. Et donc moi, je suis convoyeur, je dois transporter des camions grues un peu partout en France pour les livrer. Et donc je travaille en fonction de mes disponibilités. Voilà. Mais le championnat, donc ça vous permet de vous préparer correctement pour Bien sûr, voilà. Il y a la sport, la mécanique à faire à la maison, donc ouais. Alors, s'il y a des jeunes qui veulent venir, quelle filière ils doivent suivre? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors ça, on va dire que c'est la partie compliquée aujourd'hui. C'est un gros travail qu'on essaye de mettre en place avec la fédération, avec Sébastien Poirier. On en a déjà beaucoup discuté. Il y a même un groupe de travail
qui tourne actuellement à la Fédé, auquel on fait partie, pour essayer d'attirer du jeune. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'école de pilotage de sidecar, ça n'existe pas. Parce qu'il existe dans le sidecar, le sidecar trial. Oui. C'est une discipline dans la partie off-road. On fait du sidecar en trial, donc effectivement, on a des positions qu'on appelle le singe, hein, donc, qui prend les mêmes positions que celles que vous prenez tous les deux quand vous êtes sur le site de cross. Donc, pour sortir des endroits difficiles, franchir d'autres endroits difficiles, on voit que les positions sont un peu similaires. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on pourrait commencer par du sidecar trial pour apprendre, pour côtoyer les positions ou autres, et après découvrir la vitesse? Je ne saurais pas, parce que j'en ai vu un petit peu visuellement. Il reste quand même le côté en fait saut et tout ça est quand même vraiment très très important maintenant en sidecar, qu'on ne retrouve pas en trial. C'est effrayant. C'est effrayant, mais aujourd'hui c'est un petit peu ce qui fait notre force nous. C'est une grosse technique qu'on a, enfin pas nous personnellement qu'on a amené. Qui donne l'impulsion? C'est vous deux en même temps? Lui. Non, c'est surtout moi. C'est toi? Alors maintenant, il n'y a presque plus d'impulsion, même maintenant. Ça va être au contraire d'amortir, d'aller le moins haut possible, de gagner, de passer le moins de temps en l'air. C'est vraiment cette technique du motocross qu'il faut ramener. Ouais, le Booba Scrub, exactement. Enfin, quand j'arriverai à faire un scrub avec le side, déjà qu'on commence tout juste à faire des petits whips, alors avant de faire un scrub, mais vous avez une discipline très visuelle, très spectaculaire. On le voit sur les images derrière. Moi, j'ai fait 2 tours. T'as fait 2 tours? J'ai fait 2 tours. Avec qui? Avec Kylian? Avec Kylian, j'en aurais pas fait 3. Mais c'est un peu courageux, mais là... C'est la force physique ou c'est le... C'est physique. Se tenir à la barre, il avait beau gueuler dans son casque. Mets-toi là, mets-toi là. À un moment, j'étais tellement concentré avec mes mains que j'entendais même plus ce qu'il me disait. Donc, Bon alors Pascal, là maintenant on rigole plus. Je vais t'emmener faire un tour. Tu vas découvrir un peu les sensations au cœur du truc. Allez, il va à droite. Allez, reviens. Quel engin! Merci les garçons, merci pour ce témoignage. On a envie de parler des heures avec vous. Mais de toute façon, on retournera vous voir, c'est certain. On vous souhaite une belle fin de championnat. On vous souhaite le meilleur en championnat du monde comme en championnat de France. Et puis ça donne envie de découvrir votre discipline. Donc on va s'y intéresser avec Pascal de plus en plus. On va y aller, on va essayer. Avec Christophe Guyot. Et nous, on parlait de Christophe Guyot, qui est un fameux guitariste. On va rester dans le domaine de la musique, parce que la moto et la musique, c'est très lié, comme on le sait. On va aller à la rencontre d'un certain Pierre Billon, qui était le compagnon de route de Johnny Hallyday, compagnon de route de Michel Sardou à ses débuts. Et puis il a participé à un certain nombre de road trips. Il connaît des tonnes de choses, Pierre Billon, à la fois sur la musique, à la fois sur la moto. On y va, allez, direction chez Pierre Billon. Bonjour Pierre. Salut Daniel. Lorsqu'on voyageait avec Johnny, d'abord on avait souvent une guitare. Il y a plein de photos, il y a toujours une guitare, on achetait toujours une espèce de guitare à droite, à gauche. Je suis ce Vietnam vet qui revoit dans sa tête les hélicos qui passent et aux terrasses de Saigon, les filles à GI, les méchants et les bons. C'est juste un détail au musée des canons. Tu as une passion aussi pour la moto. Comment est venue cette passion pour la moto? Bah écoute, c'est simple. Mon père était ingénieur moto chez Gnomiron. Donc j'ai connu la moto très très tôt. Et puis mon père avait une Jawa 350. À l'âge de 9 ans, mon père s'était demandé pour que j'ai une Alcyon. Une Alcyon, c'était un truc avec une mobilette avec les pédales, mais avec un moteur en 49.9. Et puis après, à partir de 12, 13 ans, 14 ans, j'ai commencé à voir les Paloma Super Strada, Super Flash. C'est presque avant la musique en fait. Oui, la musique et la moto, les deux en même temps. J'ai même failli en faire mon métier à un moment de la moto, moi.
Soit j'allais être, j'avais deux possibilités, soit j'allais être dessinateur, ce qui était une possibilité, soit j'étais musicien. Là, 57 ans tout seul, sur le bord du highway, tu chantes Happy Birthday, ta cam ça s'appelle Liberté, tu grimperais les montagnes, t'as pas de rideau au cœur. Et après j'ai eu un 305, je dis bien 305 pas 350, 305 Honda Dream. Tu sais, c'est la grande époque où d'un seul coup est arrivée la 750 Honda, la 750 Ford et la 900 Kawa. Et là, ces deux motos-là, elles ont mis d'accord tout le monde parce que toutes les autres, tu faisais un Paris-Nice avec, tu n'étais jamais sûr d'arriver. Hein. Je me rappelle, tu vois, t'arrivais sur Lyon, tu commençais à serrer les miches en disant à quel moment je vais prendre l'embiallage dans la gueule, tu vois, ou tu vas faire un jeu. C'était souvent les joints de culasse, souvent. Ça, c'est une très belle J200. Johnny avait la même, bien sûr. C'est la Gibson J200 par excellence. C'est une guitare, quand on a plusieurs guitares, c'est une guitare qu'il faut absolument avoir. Bon, ça, c'est une guitare qui est rigolote. C'est une Martin qui est rigolote. C'est un anniversaire de Woodstock. Ça, ce sont des merveilleuses électriques. Ça et ça, c'est une custom shop. C'est une merveilleuse électrique. Je n'ai que deux électriques qui marchent ici, celle-là et celle-là. Ces deux-là, voilà. Après, ça, c'est une 12 cordes. C'est la même que celle qu'avait Hendrix. Voilà, c'est Gibson aussi. Et ça, c'est un dobro. C'est celui que j'avais sur la dernière tournée de Michel Sardou. C'est juste un détail au musée des bikers. J'étais assez pote avec le patron de Kawasaki qui s'appelait Xavier Beaugendre. Et je vais voir Xavier Beaugendre un jour et je lui dis, écoute, c'est bizarre le bol d'or, j'y vais tout le temps, j'allais tout le temps voir le bol, moi, tout le temps, j'étais dingue de ça. Et il dit, c'est bizarre quand même, les mecs qui cassent, ils n'arrêtent pas de casser avec leurs trucs préparés et tout. Je dis, je suis sûr que si un mec part avec une moto strictement de série, en faisant un coup de frime, il va aller au bout le truc. Il me dit, attends Pierre, t'es dingue, tu peux pas rouler au bol d'or avec un truc strictement de série, avec un 900 strictement de série, sinon ça marchera jamais. Bon, il me dit, ouais, si tu veux, si ça t'amuse, fais-le. Bon, et donc il me file une bécane. Coup de peau, pour nous, il pleut. Donc quand il fait pas beau, une moto de série, finalement, ça va plutôt mieux, surtout au Mans, hein, on est d'accord. Donc on était en silhouette. Au petit matin, on se retrouve 12e ou 13e. Incroyable, avec une moto de série, on parle. Hein. Le truc que tu achetais à l'époque, l'équivalent de 3500 € maintenant dans le commerce. Donc les mômes qui voyaient ça, c'était leur moto qui était en train de tourner. Tu vois. On a fini 10e. Donc ce qui était absolument dément. Finir 10e avec une moto de série, c'est absolument dingue. Parce que finalement, quand ils passaient sur la ligne des stands, tu avais tous les mômes qui étaient debout. Enfin, on avait la même moto qu'eux, tu vois, avec le grand guidon, juste un numéro dessus, tu vois. Et cette moto, elle est restée très longtemps dans tous les salons avec comme truc, voilà, faites le plein, mettez un numéro et faites le bol d'or. Qu'on ne pourrait plus faire maintenant parce que ce serait inciter les gens à rouler comme des barjots. Voilà, donc tu es au courant de ça, j'ai trop parlé, non? On repart du côté de la Lozère avec Blandine au trèfle lozérien AMV. Au trèfle lozérien AMV, il y a des amateurs, mais il y a aussi beaucoup de teams professionnels. Et je suis avec Fred. Fred, bonjour. Bonjour Blandine. Merci de nous recevoir. Alors, Daffy Enduro Team, pourquoi c'est important pour Daffy d'être ici? Alors déjà, on est heureux d'être là. Chaque année, c'est un plaisir de venir au trèfle et cette année encore plus avec la plaque numéro 1 à défendre. Ça va être un gros dossier pour nous. Le trèfle, c'est une fête de la moto. Moi, j'ai fait mon premier trèfle en 2000 en tant que concurrent. Je l'ai roulé 9 fois. Maintenant, je suis de l'autre côté, côté manager. Et on se régale à amener des pilotes aux avant-postes. Et c'est l'événement tout-terrain majeur du calendrier français. On est présent sur le championnat de France d'enduro, le championnat de France de cross-country, toutes les classiques. Mais pour Daffy, le trèfle, ça reste le trèfle. On a 2 podiums consécutifs au trèfle avec Thiel de Clercq, une 3e place il y a 2 ans, une victoire l'année dernière. C'est en termes de retombées, c'est vraiment l'événement majeur pour nous à ne pas rater. Ok, bon bah Fred, on te remercie pour toutes ces infos. Et puis bah, on espère que tu n'auras pas besoin de sortir ton KOE ce week-end. Alors, le trèfle lozérien AMV, on a des teams professionnels, comme le Daffy Enduro Team. Et là, tout de suite, on a également des teams professionnels qui encadrent des amateurs. Je suis, regardez bien, avec Nico, le pro des tutos sur Sans Concession. Nico, bonjour, merci. Bonjour David. Ah non, pardon, c'est pas David, je suis habitué à David, excuse-moi. Moi, c'est Blandine, désolée.
Alors, dis-moi un peu en quoi ça consiste, ton rôle ici. Alors moi en fait, si tu veux, j'ai une structure que je mets à disposition des pilotes Red Moto qui s'inscrivent donc auprès de Red Moto, qui sont possesseurs d'une moto Red Moto et qui ont une assistance gratuite. Mais Red Moto, qu'est-ce que c'est? Alors Red Moto, c'est la division Honda, mais pour des motos homologuées. Donc c'est des motos qui sont spécifiques à l'enduro, modifiées pour que ça corresponde à de l'enduro et du coup roulables sur route. D'accord, et donc toutes les motos des amateurs sont les leurs ou est-ce que toi aussi tu peux louer, prêter des motos Nous on loue des motos, donc c'est aussi une activité qu'on a, donc louer les motos. Donc là comme ici, on a 4 motos qui sont louées pour les clients qui veulent rouler avec une Honda. Merci Nico, le pro des tutos, et nous on se retrouve tout à l'heure. Merci. Nous accueillons sur le plateau de Power Sport News Gilles Planchon. Tourly, Gilles, toi tu es spécialiste du rallye routier. Bonjour. Bonjour. Effectivement, donc je suis à la tête du rallye routier depuis maintenant 3 mandats, donc 12 ans. Donc, à la tête à la Fédération Française de Moto. À la Fédération Française de Moto, bien évidemment. Donc on a une commission spécialisée. Et je suis sur toutes les épreuves, étant moi-même un ancien pilote de rallye j'ai disputé beaucoup d'épreuves, entre le Tour de France Moto, après le Moto Tour, d'autres grandes épreuves, et également à l'étranger. Et ça, je pense que tu t'en souviens, ainsi que Pascal Tomec, puisqu'on s'est connus en Tunisie. En Tunisie, tout à fait. Exactement. Tu suis le rallye routier, Pascal? Non pas par obligation, mais comme le disait Gilles, on connaît tous le sport automobile, les rallyes routiers automobiles. Il y a des noms qui sont connus, que tu nous citeras. Mais nous, on s'est retrouvés donc au Moto Tour. Au Moto Tour, qui était la reprise, David. Moi, j'ai fait les recos du premier Moto Tour. Après, ça s'est terminé bien vite, le premier Moto Tour pour moi. Mais il y avait Bruno Bonnuil, il y avait... Effectivement, tous ces pilotes. Moi, je me souviens parce que j'ai fait les premiers Moto Tours. Après, je suis passé à la fédération, donc, et je suis devenu président de jury. Et après, j'ai terminé comme directeur de course du Moto Tour dans les dernières années. Ça fait combien de temps que tu es à la fédération? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, oui. D'accord. Et que du rallye routier? Que du rallye routier. Avant, j'étais licencié fédéral, mais je n'étais pas à la fédération en tant qu'élu. Alors Pascal, on parle de rallye routier. On dit souvent que la route, c'est pas la piste. Oui. Mais là, en l'occurrence, la route est fermée. Tu nous expliques le principe, Gilles. On ferme la route le temps d'un week-end. Est-ce qu'elle est fermée tout le week-end, la route? Non, elle est fermée uniquement dans certains horaires, à savoir qu'on a un parcours routier à faire qui est autour de 500 km, avec en général, dans le championnat de France des rallyes routiers, 2 spéciales qui font entre 2,5 km à 4 km, où là la route est fermée quand les concurrents montent effectivement la spéciale en partant un par un toutes les 30 secondes. Mais pour le reste du temps, pour les liaisons, ce qu'on appelle les liaisons, c'est un peu comme en enduro, ils doivent respecter le code de la route. C'est le respect intégral du code de la route, effectivement, avec un risque effectivement de contrôle de la gendarmerie, de la police, et même de contrôle radar fait par la commission des rallyes dans le cadre dans les agglomérations, pour éviter que les pilotes exagèrent. Mais en général, maintenant, les pilotes deviennent assez raisonnables parce que s'ils sont pénalisés parce qu'on les a pris, nous, au radar, quand c'est la gendarmerie, c'est également les points du permis qui sautent. Donc ils ont compris ça. Et il n'y a pas besoin de rouler comme un fou sur les épreuves de liaison pour passer dans les temps. Il faut simplement savoir conduire, voire piloter de moto. Et il faut son permis, bien sûr. Bien évidemment. Ouais. Et Pascal, toi, tu n'as jamais pensé à faire du rallye routier, toi qui fais des bornes, comme on dit? Non, mais effectivement, le côté rallye, l'avantage qu'il a, c'est qu'on peut rouler avec n'importe quelle moto de route, homologuée, tout le système, le frein, les pots d'échappement. Donc tout doit pouvoir être conforme aux normes d'homologation et pratiquer de la course sur de la route, mais effectivement dans des étapes où effectivement la route est fermée pour aller vite justement, pour pas se retrouver en contresens avec quelqu'un. Et puis il y a plein de gens qui s'y sont illustrés. Le premier Moto Tour, c'est Dominique Sarron qui le gagne. C'est Dominique Sarron, tout exactement. à fait. Est-ce qu'il y a des épreuves de nuit? Oui. Le prochain rallye, donc, qui va être le rallye du Dourdou, 14 juillet, donc ça commence effectivement par la nuit. Et alors les machines sont préparées, j'imagine, en fonction, c'est-à-dire qu'il faut des projecteurs, il faut des bons éclairages. Quand on fait la nuit, effectivement, il y a des projecteurs, effectivement, donc des phares additionnels qui sont vraiment de très bonne qualité, ça me paraît nécessaire. Donc après, si des pilotes débutants m'écoutent, je leur déconseille sur la première épreuve de faire la nuit. Il
vaut mieux faire simplement l'épreuve de jour. On peut faire qu'une seule étape, simplement l'épreuve de jour, pour voir si ça plaît et autres. En général, ils reviennent. Hein. Et après, donc, s'équiper. J'ai une petite question, Gilles. Après, Pascal en a sans doute quelques-unes aussi. Est-ce que on les connaît, les endroits où les épreuves ont lieu? Est-ce que les concurrents ont le droit d'aller reconnaître la spéciale? Alors, on a le droit d'aller reconnaître en voiture, mais en moto, hors de question. Parce qu'il y a eu trop d'accidents, il y a eu des morts à cause de ça à une époque. Où les gens montaient, descendaient comme des fous, ils roulaient presque plus vite en reconnaissance que lors le jour de la spéciale. Or, la route est ouverte. Et la route est ouverte, donc il faut se mettre aussi à la place des riverains. C'était invivable pour eux. Maintenant, effectivement, les gens peuvent reconnaître en voiture, mais hors de question de trouver une moto dans une reconnaissance de spéciale, sinon le pilote est mis hors course. Mais il peut passer par là. Il peut passer par là. Bah, écoute, effectivement, il y a ce qu'on appelle des juges de fait, les organisateurs, le maire, la police et autres, ou moi-même. Et là, tu iras leur expliquer si tu passais par là, pour voir quelle sera leur réaction. Toi, tu y vas de temps en temps faire des petits contrôles? Bien sûr, je suis sur toutes les épreuves et j'essaie d'être partout. Alors, pendant longtemps, on a vu que le rallye routier, c'était un peu en sommeil. Oui. On a vu le Tour de France moto, qui a réveillé des sens du mototour. Oui. On a vu une activation médiatique autour du mototour. Oui. C'est ressorti et d'un seul coup, c'est retombé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas forcément à garder le même niveau de notoriété médiatique qu'on avait quand on avait le Tour de France, le mototour et toutes ces épreuves qui mettaient le rallye routier. Alors, c'est pour moi déjà un problème de communication, à savoir que sur le Tour de France moto, donc, qui était organisé avec un gros partenaire donc, et la Fédération française, donc c'était la Fédé qui était derrière. C'était une boisson énergisante, c'était le mototour. Non, là je parle du Tour de France. Ah, le Tour de France. C'était un pétrolier dont je ne citerai pas le nom, bien évidemment. On peut, hein, moi. Je ne suis pas pétrolier, nous. Non, c'était Total, effectivement, qui finançait ça en grande partie. Qui finançait le Quand Total a arrêté, le Tour de France s'est arrêté également. Okay. Après, donc, c'est resté effectivement dans l'esprit d'Éric de Seine, donc, de refaire quelque chose. Avec le groupe Option, on s'en Avec souvient. le groupe Option, qui était sa propre affaire, bien évidemment, donc, et Marc Fontan. Oui. Donc, et là, c'est reparti, et après, avec le soutien de Dark Dog, donc, qui a quand même bien financé l'opération. Ça a duré combien de temps le mototour? Alors ça a duré de 2003, première épreuve, je crois, jusqu'à 2015. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus comme machine? Parce que je vois qu'il y a des trails. On voit un gros trail, donc sur les images. Est-ce que c'est les roadsters? Est-ce que c'est les motos sportives? Quel est le type de machine? Alors, écoute, on trouve de tout, mais vraiment de tout, y compris des motos anciennes, donc, et des motos dernier cri et super équipés, bien préparés pour le rallye. Le rallye, c'est pas la puissance, c'est d'avoir des bons amortisseurs et autres, donc des motos bien réglées. Mais comme je dis toujours, donc venez avec votre moto tous les jours. Et il y a des choses qui sont surprenantes quand on voit un pilote qui arrive d'Italie avec une 1400 kW GTR, donc qui a 180 km au compteur, il fait 1000 km pour venir, il monte sur la moto. Et il fait podium et il repart après, donc avec une moto totalement standard. Donc, les pneus, tout est autorisé? Alors non, tout n'est pas autorisé. Les pneus course sont interdits. Il faut des pneus homologués pour la route. Les pneus slick et autres, circuits, hors de question. Pas monomarque en tout cas? Ah non, pas du tout. Parce que des gens qui viennent faire une épreuve pour essayer, on ne va pas leur imposer de changer leurs pneus pour venir faire une épreuve. Ça serait ridicule. Gilles, il y a quoi comme catégorie? Alors, il y a une catégorie, ce qu'on appelle le scratch, donc, et où là, c'est vraiment ceux qui marquent le plus de points au championnat, ceux qui sont plus souvent dans les premiers ou dans les points. Et après, il y a Rallye 1, Rallye 2, Rallye 3, suivant les cylindrés. D'accord. Il y a ensuite les sidecars aussi, parce que c'est une catégorie importante. Là, je vois à la Sarthe, on avait 24 sidecars au départ. C'est quand même beaucoup. Hein, donc, même si le partenaire... Celui-là, il n'est pas homologué, celui-là. Celui-là, je pense pas, mais en mettant des phares. Après, à la limite, pas homologué, c'est pas vraiment le souci. On va en parler à Kylian et Evan. On peut le laisser partir. Après, si la maréchaussée l'arrête sur la route, c'est pas notre problème. Voilà. Longue vie au rallye routier, et nous, on retrouve Blandine au trèfle lozérien. Donc, le trèfle lozérien AMV se déroule en France, certes, dans un petit village, certes, mais c'est international. Et cette année, on a la chance d'avoir des Japonais avec nous. So, hello, guys. Hello. What did you say? Konnichiwa. Konnichiwa. Thanks. So, what's your name, boss? My name is Shinya. Shingo.
Yuji. Utah. Donc là, on a un pilote international de trial et ces messieurs à côté, eux, font du rallye, notamment le Dakar. Voilà. Et thank you very much. How do you say thank you? Have a good race. Arigato. Thank you very much, guys. Bye bye. Nous accueillons maintenant sur le plateau de Power Sport News l'expert technique Shiprasong Prasit. Tu travailles chez Motul depuis combien de temps? Je suis chez Motul depuis désormais presque 17 ans. Ouais. Donc voilà, une petite période passée chez Motul, donc en tant qu'expert technique pour le groupe Motul. Donc je m'occupe au niveau monde de tout ce qui est développement produit et application produit. Qu'est-ce que tu as fait comme études, comme brillantes études? Alors moi, à la base, je suis ingénieur motoriste. Ouais, quand même. Donc mon métier, c'est la mécanique, c'est le moteur. Je suis un expert de la combustion. Au niveau lubrifiant, la différence, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots compréhensibles pour nous tous, la différence pour vous en lubrifiant entre un 4 temps et un 2 temps? La différence, elle est énorme puisque la lubrication sur un 2 temps est complètement différente, à savoir notamment que par rapport à un 4 temps, il n'y a pas de circuit de lubrification. Donc il n'y a pas de carter d'huile, il n'y a pas de pompe à huile, il n'y a pas de circuit d'huile dédié pour aller lubrifier vilebrequin, piston, toute l'attelage mobile. Donc sur un moteur 2 temps, on va emmener le lubrifiant à travers le carburant. Voilà, et c'est du mélange, exactement. Et on va lubrifier le moteur lors du passage du brouillard de lubrifiant et lubrifiant à l'intérieur du moteur. Et ce mélange va finir sa course dans la chambre de combustion, va être brûlé et va être perdu. Et donc c'est pour ça que sur un moteur de temps, on parle de graissage système perdu, parce que le lubrifiant va être brûlé, consommé. En huile 4 temps, on parle de 5W40, 10W40 par exemple, parce que c'est classifiable. Ouais. À partir du moment où on fait notre formulation pour du 2 temps, ça devient inclassifiable. Et donc, quand on fait une huile 2 temps, ça devient une huile 2 temps. Que ce soit chez Motul, chez les autres marques. J'aimerais parler de frein maintenant, parce que le freinage, c'est un organe de sécurité. Et la sécurité en moto, le freinage est primordial, un peu comme sur tous les engins, mais en moto en particulier. Vous développez vos liquides de frein. Quelle qualité il faut pour un liquide de frein efficace? La grande efficacité du liquide de frein, c'est son point d'ébullition. Donc son aptitude à tenir les très hautes températures, parce qu'il va être confronté à de très hautes températures. Ça, c'est dû au freinage, qu'il soit sportif ou d'urgence. On va monter très vite en température à cause de la friction sur les disques et plaquettes. Ouais. Et par radiation, donc plaquettes, pistons étriés, derrière, il y a le liquide de frein qui, lui, va récupérer de la calorie, de la température. Et donc, sur nos liquides de frein de compétition, par exemple, on est sur des points d'ébullition à plus de 300 degrés, parce qu'il faut tenir ce genre de température. Ce qui fait qu'aussi, le liquide de frein, même si c'est de l'huile, ça n'a absolument rien à voir avec de l'huile moteur. Ouais. On est sur des huiles qui s'appellent de type polyglycol. Donc c'est une autre polyglycol, je le note. Bon compte trip au Scrabble. Ouais. P-O-L-Y. Est-ce qu'il y a une grosse différence, Shiprasong, entre les exigences de frein classique, on va dire, pour la route, et les freins carbone utilisés en MotoGP? Oui, la grosse différence, c'est évidemment la température, où sur les freins carbone, on est sur des températures de fonctionnement plus élevées. De l'ordre de 600, 800 degrés. Ah oui, quand même. Et surtout de façon plus constante. Donc parce que les freins carbone ont besoin d'être à température relativement élevée pour bien fonctionner. Donc on est sur des plages de température bien différentes. Et donc on a besoin de fluides bien plus résistants également. Ouais, on avait suivi avec toi, on était allé dans le team Tech 3 avec toi. Tu nous avais parlé un peu du tarif des disques carbone. C'est de quel ordre aussi ça? C'est de l'ordre de 20 000 €. Le disque? Oui. Donc, ouais, le MotoGP, c'est un autre budget. On a de quoi se payer une partie de la saison de sidecar cross avec un disque de frein carbone. Sachant qu'il n'y a qu'un seul fournisseur qui fabrique ces disques de frein carbone, c'est Mitsubishi. Donc on ne peut pas attendre à un moment de se dire « Ah bah tiens, c'est un constructeur qui fait des autos, qui fait des camions.
qui fait des groupes électrogènes pour les frigos de camions et de voitures. Bon, il fait des disques carbone. Il faut à peu près plus d'1 mois pour faire un disque. Chez Prasson, tu nous as amené une petite mallette. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette? Alors, dans cette mallette, il y a un testeur de liquide de frein qui permet de tester son liquide de frein pour savoir s'il est encore en état, s'il faut le changer, ou on peut le garder. Alors, comment ça marche? Alors, celui-là, il se présente donc sous la forme d'un testeur, donc à brancher sur la batterie pour pouvoir l'alimenter. Ouais, ça ressemble à un chargeur de batterie. Exactement. Et ensuite, on va ouvrir le bocal de liquide de frein et on va plonger ici la tête plongeuse dans le bocal. Oui. Et ça va venir prélever du liquide de frein, ça va venir le chauffer pour voir quel est son point d'ébullition. D'accord. Et donc ça, c'est la Rolls des testeurs de liquide de frein, puisque il fonctionne sur le principe de conductivité, qui est une mesure bien plus précise, parce que là, on prélève et on fait bouillir le liquide de frein dans des conditions réelles pour voir son point d'ébullition, qui est bien plus précis donc, que les testeurs de liquide de frein qui mesurent, eux, simplement la résistivité. Donc là, c'est un peu Mister Patate, on met 2 fils sur et on mesure la tension, donc on va avoir un peu de tout comme valeur. C'est pas du tout précis, ça c'est extrêmement précis, et ça permet d'avoir une très très bonne indication de l'état de son liquide de frein. Et motocyclistes. Les motocyclistes principalement. Merci chez Prasson pour toutes ces explications techniques. On ne doit pas s'ennuyer chez Motul. Jamais. Jamais. Nous on retourne du côté de la Lozère au trèfle lozérien AMV avec Blandine qui a rencontré un nouvel interlocuteur. Alors, le trèfle lozérien AMV, il y a des pilotes amateurs, des pilotes pros, mais aussi des pilotes de légende. Et là, je suis avec Johnny Aubert. Johnny, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Donc, toi, le trèfle, tu es là, pourquoi? Explique-nous, ta carrière est faite, tu n'as plus rien à prouver à personne, dis-nous tout. Déjà, il y a une histoire avec Mende. J'ai eu mon premier titre de champion du monde ici, donc en 2008, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et puis je l'ai gagné aussi, j'ai gagné le trèfle en 2016. Et puis voilà, puis de toute façon le trèfle c'est la course, la plus grande course qu'on a en France. Et c'est la course qu'il faut faire chaque année. Et en plus j'ai beaucoup d'amis ici, beaucoup de fans aussi. Et donc voilà, donc toujours un plaisir de venir ici. J'ai vu que tu avais une plaque 900, un numéro 900. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est cette plaque 900 par rapport à une plaque course normale? Les 900, les numéros 900 sont normalement pour les journalistes, pour les invités, pour tout ça. Donc en fait, on fait la course, mais on ne compte pas pour le classement. Donc en fait, on fait un peu ce qu'on veut. Soit on fait toute la course en entier. Donc voilà, on fait des chronos, on fait toutes les liaisons, ou alors on va juste au spécial, ou alors on fait juste les liaisons. On fait un peu ce qu'on veut, et ça permet de pouvoir discuter un peu plus avec les fans aussi. Pour moi, de prendre mon temps, de prendre du plaisir vraiment. Et même si j'aime faire toute la course en entier, j'aime bien vraiment faire toutes les liaisons spéciales. Au moins, j'ai tout mon temps. Bon c'est top. En tout cas, on va te souhaiter un bon trèfle lozérien AMV. Même si c'est chill, si c'est relax. Et puis nous, on se retrouve plus tard. On retrouve sur le plateau de Power Sport News Bertrand Sans-Laville, rédacteur en chef de Moto Verte, qu'on a eu en tout début d'émission. On va conclure avec toi, Bertrand, les 50 ans de Moto Verte. Et j'aimerais te poser une question. C'est sur quel avenir, vers quoi doit se diriger la Moto Verte pour subsister et continuer d'intéresser les gens? Je pense que les choses continue très naturellement. La compétition s'est énormément développée. Alors, on a la problématique, aujourd'hui, on parle beaucoup de moto électrique. Oui. C'est dans l'air du temps. Parce qu'il y a cette préservation des circuits de motocross qui souffrent du problème de bruit, problème environnemental. Donc aujourd'hui, les yeux de tout le monde sont un petit peu rivés vers la moto silencieuse, la moto électrique. Il y a des marques. Electric Motion en trial avec des motos très performantes. Stark Future avec la Stark Varg, moto de cross pour l'instant, mais on peut imaginer qu'il y aura bientôt des motos d'enduro, est aujourd'hui une marque qui compte parce que la moto s'avère très performante, même si on a toujours des petits problèmes d'autonomie. Qu'en disent des essayeurs? Une moto ultra performante, sans doute plus performante que n'importe quelle moto actuellement. Ah oui. Bon, ça c'est clair. On a fait des tests sur le terrain face à des 2,5, des 4,5. Voilà. Reste un petit problème d'autonomie, comme on le disait. Oui.
mais en sensation pure et en performance pure, c'est une moto qui peut rivaliser avec n'importe quelle moto thermique aujourd'hui sur un terrain de motocross. Donc ça, c'est déjà une performance. Ouais. Après, c'est de la moto, donc il y a les opposants à la moto électrique, parce que la moto, on aime bien que ça fasse du bruit quand même un petit peu, c'est grisant, on aime bien que ça procure des sensations, et du coup, on a des anti-motos électriques quand même qui sont là. Donc il y a cette composante, voilà, je pense que la moto électrique doit exister, la moto thermique doit continuer à se développer, et puis la moto électrique permettra sans doute de continuer à rouler à certains endroits où on ne peut plus rouler, oui. Peut-être plus en enduro aujourd'hui, essentiellement, Trial, parce que enduro. Voilà, et puis certainement dans des endroits où en motocross ça devient compliqué quand même. Donc on est aujourd'hui à ce point de séparation un petit peu, ou en tout cas ce point d'interrogation global entre cette moto électrique et la moto tout-terrain qui doit continuer à se développer. Voilà, on va voir où ça va nous mener et quels seront les attributs qu'on va pouvoir mettre côté moto électrique pour permettre au maximum de gens de rouler, parce qu'aujourd'hui ça coûte cher, oui. On a des problèmes d'autonomie, on a des problèmes de recharge, on a voilà, une problématique qui aujourd'hui se pose encore. D'accord, Pascal, il y a une voie aussi, une nouvelle voie qui se dessine en tout-terrain, c'est la voie mixte entre tout-terrain pur et route, avec les trails routiers qui s'insèrent dans des épreuves comme le trèfle lozérien MV ou d'autres. Bah oui, on voit bien que les accessoiristes, les premiers, il y a des grandes marques en France qui possèdent un certain nombre de points de vente qui s'intéressent au off-road. Avant, ils ne s'intéressaient pas du tout au off-road. Aujourd'hui, on a certains problèmes. Alors, il n'y a pas que le problème de l'électrique, il y a le problème du coût, de rouler avec une moto de route régulièrement et ainsi de suite. Aujourd'hui, les gens veulent se faire plaisir. C'est pas des motos de vieux, mais à un moment, on a besoin de se faire une petite balade entre potes. On s'achète une moto d'enduro, soit une moto d'occasion, soit on va faire un rallye en Tunisie ou au Maroc, Sandrider et ainsi de suite, avec des motos d'un certain âge. On se fait plaisir à plusieurs. Et les accessoiristes ont bien compris qu'effectivement, il fallait développer. On a des marques qui s'installent sur des classiques pour effectivement apporter donc du soutien. Alors, nous, on vend de l'huile. Alors, on va me dire qu'effectivement, le fait que je vende de l'huile, je ne vais pas forcément être intéressé à l'électrique. Bien sûr qu'on a besoin d'électrique, peut-être que l'environnement... J'ai vu des autocollants Motul chez Electric Motion. Nous sommes partenaires d'Electric Motion, voilà. Puisque nous fabriquons du fluide, et non pas du lubrifiant, mais du fluide de refroidissement, puisque nous refroidissons les datas de Google aux États-Unis, entre autres, et on développe depuis une dizaine d'années un certain nombre de fluides dans ce domaine. Mais c'est vrai que ça ne va pas résoudre de problème du type qui passe à fond dans un chemin ou qui roule dans un chemin ou qui va rouler dans les genêts. Par exemple, on voit des genêts, on voit la forêt. De toute façon, à un moment, que ce soit électrique ou thermique, il y aura un élément perturbateur qui considérera qu'il y a une petite bête sous l'arbre ou à côté de l'arbre qui va gêner, qui va mourir. Il y aura toujours des détracteurs par rapport à ça. Donc, je me dis, 70 000 personnes qui ont des licences pour rouler en off-road, on a toujours un problème de liberté. Plus on réduira l'espace de liberté, et plus on nous enfermera dans un système, et moins ça fonctionnera. Et voilà, donc voilà le mot de la fin. Les 50 prochaines années, c'est le lien entre la moto de tout-terrain et la moto de route pour construire un avenir motocycliste. Ah, complètement. Complètement. Un avenir de liberté. La liberté, c'est le mot de la fin. Merci Bertrand d'avoir conclu de cette manière ce Power Sport News numéro 3. Et nous, on se retrouve dès le mois prochain, Power Sport News numéro 4.